Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Prehistoric Kingdom pour un nouveau let's play. La dernière fois, on était parti au beau milieu du Jurassique aux États-Unis dans une formation géologique qui s'appelle la Morrison Formation. On avait installé 3 espèces d'herbivores, des camarasaures et un brachiosaure, donc des sauropodes, des dinosaures à long cou, et des petits herbivores qui s'appellent des dryosaures. On avait fait un environnement de plaine inondable, mais à la transition entre la période sèche et la période plutôt humide. Comme vous pouvez le voir, voilà un environnement relativement aride, pas désertique, mais quand même bien sec, avec un sol craquelé, quelques carcasses. On avait quand même mis un point d'eau, puisque dans cette plaine d'inondation qui était la Morrison Formation à l'époque, on avait des cours d'eau qui serpentaient pour rejoindre l'océan. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de refaire cet environnement, mais cette fois durant la saison humide, et de ne pas installer des herbivores cette fois-ci, mais de s'intéresser à la population de carnivores. J'ai déjà bien expliqué cet environnement dans la dernière vidéo sur la Morrison Formation, donc je vous invite à aller la voir. Et là, c'est vrai que je vais plus m'intéresser à l'animal directement. J'ai donc fait un nouvel enclos juste à côté de l'enclos des géants du Jurassique, et c'est dans ce rectangle que l'on va aménager notre environnement pour faire la Morrison Formation durant la période humide. Ce qu'on va faire comme d'habitude, on va d'abord s'intéresser au relief, à la topographie, avant de végétaliser tout ça et d'ensuite mettre nos animaux. Donc à gauche, on a le bâtiment qui va servir aux soigneurs à faire tout ce qui est les soins. J'ai mis aussi voilà, une structure dans laquelle les visiteurs peuvent monter, donc en haut ici de l'enclos, où voilà, les visiteurs peuvent monter pour les voir, peuvent utiliser des lunettes. J'ai mis des murs en béton parce que je mise sur la sécurité. Vous allez voir hein, que l'animal qu'on met dedans, c'est pas un petit morceau, donc sécurité des visiteurs. Et j'ai quand même mis quelques baies vitrées en bas pour qu'on puisse les voir au niveau du sol. Niveau relief, qu'est-ce que j'aimerais faire? J'aimerais, comme on est en période humide, faire une zone vraiment marécageuse, peut-être s'inspirer un peu de ce qu'on avait fait pour les dilophosaures. Et donc, pourquoi pas faire une zone quand même de sol dur, qui serait possiblement à gauche, et faire une zone beaucoup plus marécageuse avec peut-être un îlot où on pourrait mettre un mangeoire par exemple. On prend les outils de terraformation et on fait le relief. Ok, ça commence à prendre forme, donc on voit là-bas une partie beaucoup plus marécageuse. Il y a 1 mètre d'eau à peu près, d'eau stagnante qui est boueuse, avec un gros îlot, enfin gros c'est relatif, mais un îlot et puis un tout petit. Et puis, tout comme voilà, il y a un peu de terre dans cette zone beaucoup plus aquatique. Ici j'ai fait un petit peu d'eau qui dépasse sur la partie beaucoup plus terrestre de l'enclos. J'ai rajouté un petit peu de relief ça et là, tout en laissant le terrain relativement plat. C'est une plaine inondable, donc par définition c'est des zones qui sont relativement plates, puisqu'à la moindre crue, toute la zone est censée pouvoir être inondée. Maintenant qu'on a fait ça, eh ben, on va s'intéresser à la végétation. Ok, souvenez-vous, on avait trouvé cette super figure dans le livre Jurassic West, et voilà, on a toutes les populations végétales présentes dans la formation là, qui sont représentées, donc c'est assez cool. En plus, on peut se rendre compte un peu de l'échelle. On a vu qu'il y avait pas mal de conifères. On a du séquoia, on a du cyprès, on a du Podosamithès, qui est une sorte de conifère qui n'existe plus aujourd'hui. On a aussi des ginkgos, on retrouve des cycas, autant des formes comme celles qu'on connaît aujourd'hui, qui ont un peu ce tronc un peu type ananas, palmier, et des formes beaucoup plus arbustives, comme Zamithès par exemple. On a des fougères, alors on a des formes plutôt classiques, comme la Coniopteris, c'est des fougères un peu ras du sol, et on a des fougères plutôt arborescentes, comme Cladophlébis. Et pour finir, on a Echisetum, qui est du prêle, et les prêles, voilà, c'est typiquement le genre de plante qu'on va trouver quand le sol il est bien humide, voire parfois même carrément les pieds dans l'eau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par mettre quelques conifères, on va commencer par mettre des séquoias. Tout le challenge de mettre des grands arbres, c'est de à la fois respecter ce qu'on veut faire à la base, c'est-à-dire un environnement dense et forestier, mais en même temps de ne pas perturber
la visibilité des visiteurs, puisque on est dans un zoo, les gens ils viennent voir des animaux, il faut qu'ils puissent les voir, y compris du sol. Donc le but, ça va être de densifier la zone un peu plus à l'extrémité de l'enclos et de faire un environnement pas trop surchargé au niveau des installations où on peut les voir. On a mis les séquoias, donc maintenant on va regarder pour mettre des cyprès. Alors les cyprès, ce qui est bien, bon il y en a plusieurs sortes, mais c'est que c'est des arbres qui tolèrent relativement bien l'humidité, donc on peut les mettre un peu plus près de l'eau, voire même parfois les pieds dans l'eau. Donc c'est ce qu'on va faire pour essayer de faire un environnement un peu plus original. Ok, j'ai rajouté un mangeoire, on est pas mal. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les prêles. Donc les prêles c'est facile et sont surtout au bord de l'eau. On va rajouter quelques fougères et on devrait être pas trop mal. On est plutôt pas mal là. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais fignoler un petit peu, rajouter des trucs ça et là. Et ensuite, on va à la nurserie voir l'animal qu'on va faire. Et voilà le travail, je suis assez satisfait de cet environnement humide et marécageux qui contraste bien avec l'enclos des géants du Jurassique. Et malgré tout, c'est pourtant au final le même environnement, mais juste à 2 saisons de l'année diamétralement opposées, la saison humide qu'on vient de faire et la saison sèche qu'on avait fait dans le dernier épisode. Maintenant que les plantes sont là, que le relief est fait et qu'on a un décor dont on est content, on va pouvoir mettre une bestiole dedans. Le Torvosaurus, le plus grand dinosaure carnivore de la Morrison Formation, le voici dans la couveuse de Prehistoric Kingdom. On est d'accord, il est magnifique. Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui ? Il a les traits d'un dinosaure carnivore classique en vrai, ce qui est intéressant. Par exemple, si on regarde les pattes avant, il a 3 doigts. Là où les tyrannosaures en ont 2. Là où les groupes de dinosaures carnivores plus ancestraux étant apparus plus tôt en ont 4. 3 doigts, ça va être sélectionné. On va retrouver beaucoup de dinosaures carnivores avec ce nombre de doigts, comme les spinosaures par exemple, les mégalosaures, les allosaures aussi. Et donc le torvosaure en a également 3. Alors ce qui est intéressant, c'est que sur le long de la colonne vertébrale, ils ont mis une série d'écailles pointues comme ça sur ce skin là. Alors est-ce qu'il y en a sur l'autre aussi? Donc là on a le mâle. La femelle a des couleurs un peu moins vives, mais le même pattern un petit peu avec des taches sur le corps. Et ensuite, donc ça c'est le pattern volcanique. Et ensuite on a un pattern gemstone avec donc il n'y a que la couleur qui change. Et donc là par contre voilà, on a un motif beaucoup plus simple. Donc ça c'est la femelle. Et est-ce que le mâle a des couleurs similaires? Voilà, le mâle et la femelle ont la même couleur pour le coup. Donc moi je vais prendre le skin volcanique, c'est celui que je préfère, et je vais faire un couple, un mâle et une femelle. Donc on génère un mâle et une femelle, et ensuite on se retrouve à l'enclos. Donc le mâle s'appelle Yiska et la femelle s'appelle Ekta, donc c'est des noms qui sont générés aléatoirement. Alors il m'a l'air vachement clair. Est-ce que c'est bien clair? Je me demande si j'aurais pas eu de la chance et si ça aurait pas généré un albinos. Ah si, clairement. Mais oui, c'est clair. Excellent. Ah oui. Ah oui. Il est beaucoup plus crème. Ça c'est le mâle. Il est beaucoup plus crème que la femelle qui est déjà plus claire que le mâle. Donc là on a la femelle normale et excellent. On a un albinos, on a une anomalie chromatique, c'est incroyable. C'est super, c'est super. Très content. Très content.
Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais en générer un autre. Normalement, il devrait être normal. Et je vais les mettre l'un à côté de l'autre pour que vous puissiez voir, pour que vous puissiez comparer. Donc regardez, là on voit bien la différence entre celui-là qui est de couleur normale et celui-là qui est, voilà, qui est albinos. Incroyable. Alors on voit qu'il est un peu plus petit. C'est normal, tous les dinosaures sont générés pas tout à fait à la même taille. En fait, il y a un petit facteur aléatoire qui permet d'avoir des animaux de taille variée. Ah, je suis vraiment très très content. Il est vraiment magnifique. Donc ce qu'on va faire, comme d'habitude, on va utiliser l'option cinéma et on va faire de beaux clichés, de beaux plans. Voilà, on va passer en mode documentaire et on va en profiter. C'est parti. Et voilà, on arrive à la fin de ce let's play. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu. Et si c'est pas le cas, un pouce rouge. Vous pouvez vous abonner pour soutenir la chaîne et mettre la petite cloche pour rien rater. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Christo. Salut!